Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Constance pour évoquer ensemble le sujet de procédure pénale du CERFPER 2024. Je m'appelle Flavie Poirier, je suis élève avocate en attente de prestation de serment et j'ai effectué toutes mes études dans le domaine du droit pénal. Je rappelle qu'il ne s'agit évidemment pas d'une correction, mais juste d'un avis que je vous donne si j'avais été à votre place pour rédiger cette épreuve. Évidemment, je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas stressée, il y a moins d'enjeux pour moi, voire pas d'enjeux, donc forcément c'est plus évident. Pour ce qui est de l'épreuve, je l'ai trouvée assez similaire aux années précédentes. Je n'ai pas été choquée, je n'ai trouvé ni plus facile ni moins facile. Donc on va commencer tout de suite. Il s'agissait dans cette affaire de Cyril et David, des habitués du vol de téléphone portable. Ils commettent un vol près d'un commissariat. La victime dépose plainte quelques minutes après, ce qui caractérise les faits d'une enquête de flagrance. En effet, en vertu de l'article 53 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence du 11 mai 1999 qui dispose que lorsque une personne vient déposer plainte quelques instants après la commission des faits, nous nous trouvons dans un cadre d'enquête de flagrance. Ensuite, il s'agissait des vidéosurveillances. Donc on sait que le propriétaire d'une boutique remet spontanément aux policiers les vidéos de surveillance, ce qui permet aisément d'identifier Cyril et David. Selon moi, cette question ne posait pas grande difficulté dans le sens où la remise des vidéos est faite spontanément, donc il n'y avait pas vraiment de question. On aurait peut-être pu évoquer possiblement dans un cadre où les vidéos n'auraient pas été remises spontanément d'une nécessité de réquisition. On pouvait aussi peut-être évoquer la liberté de la preuve. Enfin, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente au sujet du droit pénal, il est possible évidemment d'évoquer d'autres choses, de les éluder ou pas. En l'espèce, moi, j'ai pas passé beaucoup de temps sur la question puisque pour moi, il y a une remise spontanée, donc il n'y a pas de sujet véritablement. Pour ce qui est de la géolocalisation, la question est un petit peu plus intéressante, un petit peu plus compliquée. On sait que les policiers décident de procéder à une géolocalisation du téléphone volé afin de retrouver les deux individus. En effet, ça fonctionne puisqu'ils retrouvent le téléphone volé qui se trouve au domicile de David et donc il fallait savoir si la géolocalisation était régulière. Ce sont les articles 230-32 et 230-33 qui régissent la géolocalisation et qui l'encadrent strictement. Il convenait évidemment d'évoquer les conditions. L'une des conditions était d'ailleurs qu'il était possible de mettre en place un système de géolocalisation dans le cas où l'infraction poursuivie était passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement. En l'espèce, le vol qui est défini à l'article 311-2 du Code de procédure pénale encourt 3 ans d'emprisonnement, donc la géolocalisation était régulière. Pour ce qui est de la perquisition, en effet, ensuite il s'agissait d'évoquer la perquisition. Le sujet nous dit que les OPJ pénètrent dans le domicile de David pour procéder à son interpellation. Selon moi, le mot pénètre n'était pas mis là par hasard et il convenait d'identifier une perquisition. Bien qu'on ne parle pas de fouille, il convenait d'évoquer une perquisition. Et en vertu des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale, ainsi que nombreuses jurisprudences, notamment celle du 30 mai 1980, dans le cadre d'une enquête de flagrance, dans laquelle nous nous trouvions en l'espèce, il est possible de procéder à une perquisition sans l'assentiment de la personne intéressée. Donc selon moi, la perquisition était régulière. Ensuite, il convenait de parler du placement en garde à vue. En effet, David est placé en garde à vue à 17 h. On nous dit qu'il est informé de son placement en garde à vue, de l'infraction qui lui est reprochée et qu'on lui délivre ses droits. Il fallait dans un premier temps savoir si le placement en lui-même de la garde à vue était régulier. Est-ce qu'il répondait aux exigences de l'article 62-2 du Code de procédure pénale? L'article 62-2 du Code de procédure pénale évoque plusieurs conditions pour être placé en garde à vue. C'était assez aisé. David l'a rempli pas mal de conditions, notamment celle de ne pas commettre à nouveau les faits, puisqu'on sait qu'il le fait régulièrement, ne pas rentrer en contact avec son complice, etc., etc. Donc sur ce point, pour moi, pas de souci, c'est régulier. Ensuite, pour le déroulement de la garde à vue, l'information des droits, l'avis à magistrat, etc., cela posait plus de questions. Information des droits, pas de souci. L'avis à magistrat, par contre, un grand problème selon moi. David a été placé en garde à vue aux alentours de 17 h. Le magistrat a été prévenu seulement à 18 h de son placement en garde à vue. L'article 63 du Code de procédure pénale attend des OPJ qu'ils préviennent le magistrat immédiatement du placement en garde à vue. C'est toujours compliqué les délais en procédure, notamment pour ce qui est de l'avis à magistrat, puisqu'immédiatement ça ne veut rien dire. Cependant, des jurisprudences viennent nous éclairer, notamment celle du 12 avril 2005 qui explique qu'une heure de décalage entre le placement en garde à vue et l'avis à magistrat fait forcément grief
au droit de la défense du placé en garde à vue et donc rend irrégulière la garde à vue. Sauf s'il y a des circonstances insurmontables. Bon, en l'espèce, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de circonstances insurmontables. L'absence de circonstances insurmontables rend irrégulière la garde à vue et donc ainsi ses actes subséquents en vertu de pas mal de jurisprudence, notamment celle du 20 mars 2007. Donc, placement en garde à vue régulier en vertu de l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Notification des droits en vertu de l'article 63-63-1 du Code de procédure pénale, pas de souci. Par contre, avis à magistrat en vertu de l'article 63, posé problème. Enfin, David demande à être assisté d'un avocat en vertu de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. Il pouvait l'être. Mais l'audition débute tout de même à 21 h sans avocat. Les OPJ ont pourtant bien prévenu l'avocat, mais l'avocat a informé les OPJ qu'il ne pourrait se rendre à l'audition de David. Sauf que, comme je vous le disais, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d'avoir un avocat si on en fait la demande. Il en a fait la demande, il aurait dû avoir un avocat. Même si ce n'était pas son avocat, il aurait dû en avoir un. Les OPJ auraient dû prévenir le bâtonnier et qu'un autre bâtonnier soit saisi pour le défendre, pour représenter ses intérêts. De plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme le 1er juillet 2024 sur la garde à vue, et que désormais, il n'y a plus de délai de carence et il n'y a plus d'audition possible sans avocat. Encore une fois, selon moi, cela rend la garde à vue irrégulière ainsi que ses actes subséquents. Enfin, pour ce qui est de la crainte de David et Cyril de se faire juger pour des faits plus anciens que ceux pour lesquels ils étaient cités à comparaître. Pour moi, il convenait d'évoquer deux choses. Dans un premier temps, la saisine in rem du juge et dans un second temps, la prescription. Pour ce qui est de la saisine in rem, ce qu'il est important de dire, c'est qu'elle est d'ordre public et que le juge ne peut juger que des faits qui lui sont présentés, des faits pour lesquels il est saisi, à moins que le procureur demande un élargissement à des faits connexes, des faits qui seraient en lien. Donc c'est important de le dire, on n'a pas forcément la réponse puisqu'on n'a pas toutes les informations. Mais c'est important de le dire, tout comme pour la prescription. On n'a pas d'informations sur les dates de commission des faits antérieurs. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le délai de prescription dans le cadre de délit est de 6 ans. Passé ce délai, si les faits antérieurs ont été commis il y a plus de 6 ans, ils n'ont pas à avoir de crainte donc d'être jugés pour ces faits-là. Voilà mon avis sur l'épreuve de procédure pénale du CRFPA 2024. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas une correction, c'est mon avis. Il y avait sûrement d'autres choses également possibles. N'oubliez pas, pour vos révisions grand oral, on vous accompagne avec Constance et notre livre qui est disponible immédiatement. Vous pourrez y avoir accès dans la description. Je vous remercie, à bientôt.